Bienvenue à Radio Kin. Un podcast qui parle d'entraînement, de santé et de bien-être. Suivez-nous, on est parti. Salut mon ami Gab. Salut Charles, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. T'as recommencé ton entraînement dehors? Ben oui, ben là, il commence à faire beau, commence à faire chaud. Fait qu'enfin, on peut sortir dehors. Là, j'ai commencé premier training de la saison avec du monde qui s'est jamais entraîné avant du tout. Pas en gym, pas dehors non plus. Dont un en jeans. Dont un en jeans, c'est ça, qui n'était pas préparé. Puis j'avais un déménagement juste après. Oh, ben oui, pourquoi pas. Je suis fatigué. Hey, musculairement. As-tu pris ta glutamine? J'ai pris ma glutamine. T'as pris ta glutamine. Ouais, c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. C'est merveilleux. Toi, comment ça va, Charles? Ça va bien, Qu'est-ce ça que va tu fais de bien. ta semaine? Oh, ben, de l'entraînement, petit train-train. Toi aussi, tu recommences comme faut, là? Tu mets bouché double? Oui. Parce que t'es parti sur un bon beat, là, depuis un bout. C'est quoi, 2-3 mois déjà que tu t'entraînes? Je m'entraîne 5 fois par semaine, puis là, j'ai recommencé à courir. C'est ça, là, je m'en viens bien dans la course. Comment ça va, la course? 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Ben, c'est raide au début de la course. Tu repars ta machine, là, les jambes sont raides. Ben, c'est ce que tu me disais, que t'as de la misère beaucoup avec ton souffle, t'as de la misère, ben, je veux dire, contrairement à avant. Ouais. Puis, ben, écoute, on en jasait, là, dans les semaines passées, de peut-être faire attention pour pas rentrer trop dans un mode agressif, de pas rentrer dans... Toi, comment tu as été? Personnellement, toi, je te demande pas qu'est-ce que tu aurais voulu, qu'est-ce que tu as fait? Notre invité d'aujourd'hui, il dit toujours que je suis trop intense. Hein? OK, ouais. T'es encore là-dedans? Ben, j'ai remis ma montre pour courir. Puis tu regardes le temps, le kilo, tu regardes le... Ben, non, sérieux, là, je suis plus sage. Comme on peut. Je pars ma montre, puis je la regarde juste à la fin de ma course, parce que je connais mon parcours. Bon, j'ai un parcours X que je me suis fait de 5 km. Fait que je la regarde pas tout le long, tu sais. Mais ça me fait plaisir de voir le temps rendu à la fin, pareil, là, ouais. là. Mais c'est le fun parce que ça me permet de sentir quand même comment je file pendant ma course. Puis je me fais un temps dans ma tête, puis normalement, j'arrive pas loin, sérieux. T'es pas loin, Je suis pas loin du temps que j'ai pensé. Là. Fait que, mais ça m'encourage un peu parce que c'est tough à recommencer à courir. Tu sais, puis je suis plus pesant que j'étais avant. Hein. Tu sais, j'ai déjà couru à 142 livres, là, j'étais à 188. Fait que là, je suis plus pesant. Puis là, c'est ça, comme je m'entraîne beaucoup, je fais beaucoup de poids, ben là, je prends de la masse musculaire. Fait que c'est dur de sortir ça. J'ai mal au talon. Là. Je commence à avoir mal au talon, puis je cours pas du talon, là, mais... Veux pas, les chocs sont là. Les chocs sont là, pareil. Faut lui la machine un peu. Hein? Faut en prendre soin de ces petits corps-là. C'est pour ça qu'on s'aperçoit qu'il ne faut pas arrêter trop longtemps. T'sais. Non, exactement. Parce que quand on arrête trop, moi j'en vois dans mon bureau, puis toi aussi, là, du monde qui s'entraîne plus jamais ou qui sont entraînés un peu, puis t'as encore la mentalité que tu avais dans le temps. Ben ça peut oui, être catastrophique. Là, c'est incroyable. Donc aujourd'hui, on reçoit un de mes très grands amis. Puis c'est drôle parce que je vais vous raconter comment je l'ai rencontré. Conte-moi ça. Comment c'est passé? C'était dans mon bureau. Il y a combien de temps? En 97, je pense. OK, quand même. 96-97. Je reçois une cliente. Puis cet invité-là, qu'on va voir tout à l'heure, je l'avais vu à Salut Bonjour. Puis quand je l'ai vu, j'ai dit, lui, je veux absolument devenir son thérapeute. Puis tu sais, quand tu le dis, puis tu le sens en dedans. Tu voulais, là. Non, mais tu le sens. Tu sais, c'est même pas... J'aimerais ça, là. Non, je veux, là. Tu sais, c'était... Fait que la semaine d'après, je rencontre une nouvelle cliente. Puis tout d'un coup, je embarque sur ce sujet-là. Puis elle me dit, ben... Tu l'as présenté comment? Quoi, moi, j'ai dit, ouais, j'ai vu un athlète paralympique à Salut Bonjour. Puis j'ai dit, moi, je veux devenir son thérapeute à ce gars-là. Ça m'intéresse vraiment. Puis ben, elle dit, ça va nous faire plaisir. Elle dit, c'est moi sa gérante. Ça savait pas pantoute. Elle savait pas pantoute. Puis c'est de même que j'ai connu France Gagné. Salut France. Hey, salut, bonjour, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Te souviens-tu de ce moment-là? Ben, te souviens-tu? Ben, c'est Lulu qui nous avait présenté. Ah oui, Lulu Turgeon, qui était mon agente à ce moment-là. Puis, elle me parle de ça parce que moi, je commençais dans le sport. J'étais intense, moi aussi, un peu comme toi. Et parce que, bon, pour dire un peu aux gens, je faisais du lancer du javelot, du disque et du poids, mais plus du lancer du javelot qui demande beaucoup, beaucoup d'intensité. Puis, Madame Turgeon, qui était mon agente... je lui ai expliqué que nous autres, on avait souvent des blessures, puis pour performer, pour être dans les meilleurs au monde, il faut que tu prennes soin de toi, l'alimentation, puis
le corps. Et, tu sais, qu'est-ce qui fait la différence entre une 5e place, une 6e place, puis être dans les 3 premiers? Ben, la différence est mince. Puis ça prend du monde compétent pour être avec toi. Puis moi, ben, Madame Turgeon m'arrive avec ça. Elle dit, j'aurais un thérapeute pour toi, justement. Tu m'en parlais. Puis, je dis, oui, je veux le voir. Il n'a pas dit oui vite de même parce que quand il a su que j'étais un gars, là, ça y tentait moins un petit peu. Hey, là, je m'en rappelle. je savais qu'il y avait un piège dans l'histoire. Là, je m'en rappelle parce que Lulu, elle me dit, oui, c'est un gars. Ouais, mais je dis, écoute, me faire taponner par un gars. Ça a pris du temps avant que je me rentre ça dans la tête. Puis que je me vois en train de me faire masser, pas masser, mais bon, les levées de tension, puis tout ça. Puis, je me rappelle, les premières fois, moi, j'avais 28 pouces de tour de cuisse, puis là, il se couche sur moi pour me faire un lever de tension des fessiers. Il dit, force. Il dit, ouais, t'es sûr, tu veux force? Je sais pas, non, mais... J'ai levé de terre, je peux te le dire, j'ai levé de terre. Force un peu moins. Aïe. Fait que, non, c'est de même notre relation a commencé. Ça a pris une couple de mois avant qu'il accepte que j'y touche. Mais après ça, c'est devenu une addiction, il ne voulait plus arrêter. Bon, moi, je me rappelle des fois, je l'attendais sur le perron, Charles, j'ai mal, viens m'aider, je suis en détresse. Oui, on a fait des compétitions ensemble. Là, oui, des voyages, Montréal, Sherbrooke. Montréal, je racontais ça à Gab, je disais c'est drôle parce que souvent, quand on arrivait à la table ou que tu allais chercher ton dossard, tu t'allais du côté des gars, puis là, tu demandais ton dossard, puis il ne l'avait pas. Là, il disait, attendez, m'a réglé le problème, puis il s'en allait du côté des femmes chercher son dossard. Ça arrivait souvent dans les compétitions. J'arrivais, France Gagnon, t'es avec les filles. Ça me dérange pas, moi. Comme vous voulez, là. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est sûr que je vais sortir avec la médaille d'or d'ici. Quoi que tu sortais avec la médaille d'or, pareil. Peut-être un petit coup de sacoche à l'arrière de la tête, là aussi. Mais en tout cas, on a eu du fun dans les compétitions. Ça a été des belles années en maudit, ça. Ben, avec toi, c'est rare qu'on n'avait pas du fun. On n'ira pas dans les détails. Là. C'est pas de moi qu'on parle aujourd'hui. On pourra faire un autre épisode de On est si bon. On aurait quelques épisodes, je pense. Hein? On n'aura pas assez d'1 heure. Non, ça, c'est sûr et certain. En tout cas, pour ceux qu'on se souvient. Mais, ouais. Bon, ça fait que moi, je suis devenu ton thérapeute à ce moment-là. Puis, tu commençais, je sais pas, en 97, tu étais rendu où dans ta carrière exactement? Ben, je dirais, en 97, je commençais à être pas mal dans les meilleurs au monde, mais il manquait une coche, là, tu sais. Puis, comme j'expliquais, juste un exemple de même, là, en 98, au championnat du monde, on est comme une douzaine d'athlètes. Puis, dans les 5 premiers, là, il y a comme une différence de 10 cm au lancer du poids. Tu sais, on lance, mettons, 15 mètres, là, mais dans 10 cm, on est 5. Tu sais, qu'est-ce qui fait la différence entre premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième? Ben, tu sais, c'est le 2-3% d'énergie de plus que tu as, de plus que l'autre. Puis ça, ben, qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'alimentation, c'est le repos, c'est la préparation, mais aussi c'est les gens qui t'aident à la récupération des blessures sportives, puis la mise en forme, tout ça. Donc, les gars comme toi, ben, sont primordiaux là, dans la performance sportive au niveau international. Ça prend des gens de compétences, des gens à qui tu peux faire confiance. Ben, ça te prend une bonne équipe, il faut que tu sois bien entouré là, dans tous les sens du terme. Tu avais un super bon entraîneur aussi à l'époque avec Louis Brault. Oui, avec Louis Brault, lancer du javelot, avec le Rouge et Or. J'étais avec le Rouge et Or pendant une vingtaine d'années. Puis même, je vais vous faire un petit... quelque chose, une petite confidence, un petit cadeau à matin, c'est que j'ai recommencé de lancer du disque l'année passée, puis là, je suis dans les 60 ans, là, donc cet été, là, je vais essayer de battre le record canadien au lancer du disque là, avec les 60 ans, entre les 60 et 70 ans, master. Donc, tu es dans les maîtres. Dans les maîtres, oui. Ah, c'est bon, ça. Ça fait que je vais revenir te voir, là, t'inquiète pas. C'est reparti. Mais, puis tu retouches pas au lancer du javelot? Lancer du javelot, c'est difficile. C'est vraiment rough. Hein? C'est un lancer où tu peux te préparer pendant des années. Tu arrives pour lancer, puis écoute, tu peux te déchirer un muscle comme rien. C'est un lancer où il faut que tu cours à 30 km/h, tu bloques avec ton pied gauche, puis tu donnes un coup dans l'épaule, puis écoute, là, tu fais comme une prière, mais tu veux lancer loin, ça fait qu'en même temps, tu es comme un peu mal pris. Advienne que pourra.
Advienne que pourra. Advienne que pourra, mais moi, j'étais intense, puis je me disais, j'ai toujours eu la mentalité, je veux lancer plus loin, tout le temps. T'avais cette drive-là de je veux plus. Ah oui, comme insatiable. Mais là, tu t'entraînes pour ça, là? Parce que je n'étais pas au courant de ça. Moi, tu avais recommencé de lancer. Non, c'était le premier qui le sait. C'était un scoop. On a un scoop. Ma conjointe le sait, le Rougeard athlétiste le sait, parce que j'ai demandé l'inscription, puis il y a un 50 mètres à abattre là, au lancer du disque. Là. Mais là, ce qui est le fun, c'est que plus tu vieillis, plus le disque rapetisse. quand j'étais c'est sûr jeune, que c'est le lancer du frisbee, là, ça va faire. Quand j'étais jeune, on lançait du 2 kg. Ouais. À partir de 40 ans ou 35-40 ans, c'est du 1,5 kg. Puis là, 60 ans, c'est du 1 kg. C'est la moitié plus petit. OK. Fait qu'attends bien, le frisbee il va prendre une débarque. Ils ne le retrouveront pas pour moi. Aïe, aïe, aïe. Mais tu n'as pas vécu de grosses blessures, toi, dans ta carrière? Bon, il m'est arrivé des choses, là, des choses cocasses, là, tu sais, comme faire de l'haltérophilie, échapper à 250 livres sur la cuisse. Là, ouais. Après ça, les entraînements après, Louis me demandait comment ça fait que tu portes des culottes longues? Ouais, c'est parce que tu devrais voir la cuisse, comment c'est avanché, c'est rouge, bleu, vert, tout le tour. C'était pas beau, là. Mais au lancer du javelot, tu t'es pas luxé un coup d'un épaule. Du lancer, c'est fou, là. Tu sais, la grosse rotation que tu as dans l'épaule, le poignet, ouais. Les coups, les chocs, C'est sûr que il y a une année, c'était en 99, je me suis fait opérer par le docteur Marchand là, dans le coude, là, qui m'a enlevé du liquide, des petites. Il a dit qu'il y avait, des souris, des affaires de même. Des là. souris, ben oui, tu avais des souris. Puis je me suis fait opérer en janvier. Là, il dit ouais, il serait mieux d'arrêter. Tu sais, puis je commence à être un petit peu magané. Là. Écoute, je te dirais, 3-4 mois après, là, je lançais aux Jeux panaméricains en Caroline du Sud, je gagnais 3 médailles d'or. Ça fait que... Tu as bien fait de ne pas l'écouter finalement. Non, mais je suis retourné te voir. On a travaillé fort, je me souviens. Mais, puis tu as été champion du monde aussi. J'ai été champion du monde 3, 4, 5 fois, je ne m'en rappelle même pas. Tant que ça. C'est la vieillesse, là. C'est l'Alzheimer. Il peut lancer loin, mais il se souvient de rien. La première fois où j'ai terminé premier au lancer du javelot, c'était à Berlin en 94, dans le stade de Berlin. Mm-hmm. Après ça, en 98, à Madrid, en Espagne, j'ai terminé premier au lancer du javelot aussi, en battant le record du monde au lancer du javelot. Après ça, en 2000 à Sydney, j'ai terminé deuxième. En 2002, à Québec, j'ai terminé... C'était-tu 2002? Ouais, en 2002, j'ai terminé premier au championnat du monde. Après, j'ai commencé un petit peu à baisser. À décliner. Puis ta dernière sélection à Pékin en 2000... En 2008, pour Pékin, à 1 mètre, là, pour faire le standard. Mais tu sais, en quelque part, j'aurais peut-être bien terminé dans... Je sais pas moi, entre 10 et 5, là, tu sais. Okay. J'aurais aimé ça y aller, mais en même temps, c'était le tour des jeunes, là. T'avais pas d'amertume de ça? Non, pas du tout. Puis même, je faisais un petit peu de powerlifting, là, comment ils appellent ça en français, c'est quoi? Du powerlifting. Ah, OK. Tu parles le même français que moi. Là, c'est bon. Ça paraît qu'on vient du même pays. J'ai commencé à faire du powerlifting en 2008. J'en ai fait quelques années. Quelques années, donc 500 livres au bench press, 650 livres au squat, puis je pense que c'est 600 livres au deadlift. OK. Ce que je fais à tous les jours ici. Là. Une bonne moyenne. Là, le problème, c'est que la deuxième fois, le 500 livres, la deuxième fois, j'ai un petit craquement dans l'épaule, puis après ça, là, on a pris ça au mollo. Oui, c'est ça. Mais c'est ça parce que moi, je voulais t'amener sur parce que oui, tu as eu une belle carrière olympique, puis tout ça, puis au niveau des championnats du monde, mais tu
ça, on entend beaucoup parler chez les athlètes olympiques à la fin de leur carrière. Il y a une espèce de passage à vide. Toi, as-tu vécu ça? As-tu eu une période de deuil à faire? Oui, mon passage à vide, moi, c'est quand je suis allé en politique après. T'as passé directement du sport à la politique, c'est ça? Oui, c'est ça. Je fais un peu de politique. Ça fait que ça, on n'en parlera pas parce que là, ça fait pas partie du sujet. Mais c'était mon passage à vide. OK. Je dirais que... Mais l'ennui de la compétition, l'ennui de... J'en rêve encore. Ah oui. Oh, je rêve encore que je lance le javelot, le disque puis le poids. Puis, D'où le fait que tu t'es réinscrit au disque. Mais t'as pas eu une période, on parle pas de politique, mais on parle vraiment de compétition. T'as pas eu une période plus dépressive, disant c'est terminé, parce que tu avais feu de la rampe sur toi. Tu as été quand même très médiatisé dans ta carrière. Là, les gens t'ont beaucoup, beaucoup connu. On te voyait souvent à la télé, tout ça. C'est sûr qu'il y a eu une période, mais comme je te dis, j'ai fait une transition en dynamophilie. J'ai trouvé le mot. C'est pas powerlifting, dynamophilie. On va essayer de le retenir, la dynamophilie. Tu auras appris quelque chose aujourd'hui. Caroline, oui. Donc, la période de transition, puis de toute façon, je savais que mon heure, et j'étais rendu au bout, puis je voyais C'était pas une jeunes. retraite prématurée. Là. Non. Tu avais été au bout. Là. Puis, je te dirais, mettons, mes derniers championnats du monde, je pense en 2007, où j'avais terminé deuxième, puis tu sais, je le savais que... C'était le chant du oui, écoute, là, c'était plus difficile. OK. Puis tu as commencé à t'entraîner quand même assez jeune. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a même mené, en fait, au javelot? Puis qu'est-ce qui... Tu sais, je veux dire, là, tu pars du fait que, déjà, il y a un handicap. Ton handicap, c'est plutôt, c'est ça, c'est visuel. C'est visuel. C'est visuel. Ben, pour les gens qui ne le savent pas, moi, je vois à peu près 10%. Puis, bon, tu sais, je vois les autos dans la rue, je vois pas s'il y a quelqu'un au volant, tu sais. OK. Puis, je vois une personne à 100 pieds, mais je la reconnais pas. Tu sais, vous autres qui voyez bien, vous la reconnaissez à 100 pieds, 200 pieds. Moi, je vais la reconnaître à 10 pieds. Tu sais, pour vous donner une petite idée, là, tu sais, moi, je vois flou, mais c'est surtout que ma vision est floue. C'est comme une caméra qui n'est pas focus, là, tu sais. OK. Puis qu'est-ce qui t'a donné justement la drive de « Ah ben c'est pas grave, j'y vais quand même, puis moi c'est ce que je veux faire », puis pourquoi le javelot plus qu'autre chose, t'avais-tu... Ben, moi, tout jeune, je m'entraînais, puis j'aimais beaucoup le lancer de la balle. Puis quand j'étais jeune, on se lançait la balle, tout ça. Puis pas la petite balle, la grosse balle de softball, parce que la petite balle, je la voyais pas. trop petite. C'était trop petite. Fait que la balle de softball, quand même, je la voyais. Mais ça prenait toujours un mur contrastant en arrière. Tu sais, mettons un mur bleu ou noir. Fait que la balle de softball blanche, là, je la voyais. Mais c'était plus épeurant pour lui qui la recevait quand je la lançais. Ben, pour dire franchement. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qui t'a amené à... C'est ça, moi je suis du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis du Lac-Saint-Jean, de l'Ascension près d'Alma. Puis quand je suis déménagé à Québec, j'ai rencontré des gens qui faisaient de l'athlétisme. Louis Deschênes, Mario Caron, tout ça, une gang qui faisait de l'athlétisme au niveau international. Puis j'avais fait les sélections pour aller aux Jeux de 1988 à Séoul, si je me souviens bien. Puis là, j'avais pas fait les standards pour aller aux Jeux à Séoul. On était allé à Vancouver pour faire les sélections. Puis j'avais pas été sélectionné, mais je m'étais dit, je m'étais rentré dans la tête que je voulais faire les Jeux de Barcelone en 1992. OK. Puis je me suis entraîné pendant 4 ans, j'ai fait les sélections, puis paf, je suis parti aux Jeux de Barcelone. C'est là que tu as rencontré Louis ou... Louis, non, je l'ai rencontré avant parce que en 90, je cherchais un club ou des gens qui connaissaient l'athlétisme, puis je suis allé au Rouge et Or, tu sais, c'était à la place, là, à l'Université Laval, puis on pouvait s'entraîner en dedans, parce que lancer du javelot puis du disque dehors l'hiver, c'était un petit peu compliqué. Mais là, je savais qu'on pouvait s'entraîner au PEPS à l'intérieur. J'ai rencontré Louis qui faisait du lancer du javelot. Louis qui avait essayé les sélections pour Atlanta. Il était à quelques mètres de faire les Jeux d'Atlanta, qui est un peu mon modèle aussi, tu sais, au lancer du javelot. Ah oui, c'était un bon lanceur. Moi, je l'ai vu aller. Écoute, c'était... Techniquement, il était vraiment fort. C'était la perfection. Là. Puis, donc, Louis m'a aidé beaucoup, tu sais, puis au début, c'était s'incorporer dans le Rouge et Or, parce que les autres, c'est un handicapé visuel, c'est compliqué. Puis là, il m'a aidé beaucoup. Moment-là, j'imagine. Mais surtout que tu as déjà failli le tuer, Louis.
Non, ouais, un moment donné, je lance le javelot, mettons à 50 mètres, puis lui, il jasait avec quelqu'un d'autre, puis le javelot atterrit à 1 mètre de lui. Hey, il vient me voir, mais t'as lancé le javelot, puis j'étais de dos. Oui, mais c'est parce que moi, je vois pas de l'air, tu sais. Je sais pas si tu le savais, là, mais là, tu le sais. Reste pas dans mon champ de tir, tu sais. Je me souviens de cette anecdote-là. Ouais. Fait que Louis... On dirait que tu te souviens de plus de choses que moi. Ben, tu sais, moi, j'avais un regard extérieur. Tu sais, moi, je regardais un film, là, je te regardais aller. Tu sais, toi, tu étais dans l'action, là. Mais moi, je regardais ça, puis c'était très impressionnant pour moi parce que, tu sais, j'étais jeune thérapeute à l'époque, tu sais, puis là, je tombais avec un athlète... t'étais juste jeune aussi. Jeune et thérapeute. Et thérapeute. Et puis, tu sais, ça fait pas tant longtemps parce que moi, j'ai commencé en 94, j'ai commencé à travailler avec toi en 97, 98 peut-être. Fait que, tu sais, c'était impressionnant pour moi de me retrouver avec vous autres, tu sais, puis donc, les souvenirs sont assez clairs là-dedans, là. Surtout quelques compétitions à Montréal qu'on avait faites avec, comment est-ce qu'il s'appelait, non, celui qui décrivait aux Olympiques toutes les compétitions. Monsieur Baer. Jean-Paul Baer. Jean-Paul Baer, oui. Quand j'avais rencontré Jean-Paul Baer, j'étais tout étonné, tu sais, puis quel homme sympathique. Bien sûr, on côtoie des gens comme aujourd'hui, Bruno Surin, ces gens-là qui sont des piliers dans notre sport. Tout à fait. Qui va être d'ailleurs, je pense, qui va s'occuper des prochains Jeux olympiques. Là, il va être chef de mission. Chef de mission, ouais. J'ai entendu dire. Ouais. Bravo, Bruni. Ben oui, c'est le fun. C'est le fun de voir les athlètes qui continuent après leur carrière, tu sais. Mais toi, après ta carrière, ben là, tu t'es lancé dans autre chose. C'est autre chose. La politique, c'est complètement différent. Mais, mais est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que c'est quelque chose, oui. Peu importe comment que ça l'a terminé, mais est-ce que tu as aimé ça, faire ça quand même? Oui, j'ai aimé ça. J'adorais ça parce que, premièrement, j'avais étudié à l'Université Laval en sciences politiques. J'ai fait quelques cours, tu sais, puis je savais que je ne terminerais pas le bac, là, mais j'avais fait les cours les plus intéressants qui m'intéressaient le plus, puis je savais qu'ils me serviraient pour faire de la politique. J'ai fait de la politique pendant quelques années. Ça a été difficile, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est des gens le fun, puis peu importe ce qu'on pourra penser, il y a des bons députés, ça existe, puis moi j'aurais... Quand tu regardes la personne en tant que telle, c'est complètement différent que quand tu regardes la parure parce que, ou le peu importe. La politique, c'est compliqué. On va dire ça comme ça. Ah, il avait dit de le fermer, lui, ici. Nos invités, ils nous écoutent pas. Hein. Ils n'écoutent plus, non, c'est fini. On a perdu le contrôle. Non, il est fermé, c'est juste qu'il vibre un peu. Mais de ton passage en politique, as-tu retiré des choses? Oui, ça a été dur, parce que c'est vrai que je me souviens de cette époque-là un peu, mais... ça reste ingrat aussi, je veux dire, le rôle... Mais as-tu retiré des choses positives ou c'est juste... J'ai été candidat quelques fois pour le parti qui m'anime. Ouais. Puis j'ai rencontré des gens, des gens avec de l'influence, puis j'ai vu comment ça fonctionnait, tout ça, puis j'ai participé à des caucus. C'est vraiment impressionnant. Tu es dans une chambre fermée là, avec tous les députés puis les candidats, puis tu es dans le caucus, là, puis tu vois de quoi ils se parlent dans un caucus où les gens ne peuvent pas rentrer, tu n'as même pas de cellulaire, tu n'as rien. C'est vraiment là... c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Impressionnant. C'est le fun, ça. Puis qu'est-ce que tu retrouvais qui était un peu similaire par rapport, parce que c'est deux mondes complètement différents, mais qu'est-ce que tu retrouvais que, oui, j'ai bien trippé dans le sport, mais la politique aussi? La chose, je dirais ceci, c'est que contrairement au sport, la performance n'a pas d'importance. C'est le chef. Okay. Tout dépend du chef et du parti, puis... T'as beau être un candidat extraordinaire, au bout de la ligne, là, les gens ils votent pour le chef. L'importance du candidat, c'est 5 %. Ouais, c'est ça. Donc ça, pour moi, ça m'a un peu déçu parce que dans le sport, puis dans le sport individuel encore plus, c'est que tu t'entraînes, tu te prépares, tu arrives en compétition, puis ta performance dépend de toi. Tu récoltes 100% de ce que tu as travaillé. Habituellement, il peut arriver des petites choses. Là, quelque chose là, mais en politique, ça ne dépend pas de ton travail. Oui, ça dépend du travail parce que si tu n'es pas un bon candidat, le parti politique ne s'occupera pas de toi. Tu n'existes pas. Mais si tu es un bon candidat, oui, effectivement, tu es comme pesant dans les décisions, puis tu écoutes.
Mais en même temps, le résultat électoral, il ne dépend pas du candidat, Ça il revient dépend du parti politique puis du chef. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile à accepter. Parce que c'est sûr que, tu sais, quand tu as appris à te donner, comme toi, tu te donnais dans ton sport, tu avais des résultats à la fin, mais là, tu te donnes autant en politique, mais tu n'as pas le résultat escompté nécessairement. Exactement, là, c'est ça. C'est ce que j'ai trouvé un petit peu plus ingrat, là, mais j'ai beaucoup aimé quand même. On a fait des voyages à Ottawa, à la Chambre des communes. J'ai des beaux souvenirs en politique. Ben, de ce que j'ai remarqué beaucoup, parce qu'on parlait de l'article qui était sorti dans le journal, je pense en 2015, quelque chose comme ça, mais tu parlais beaucoup un point que je voyais qui revenait souvent, c'est le voyage. Le fait d'avoir voyagé par rapport à ton sport, là, tu me parles encore de voyage par rapport à la politique. Oui. Fait que c'est quelque chose, ça, qui te passionne, j'imagine. Oui, voyager, aller dans d'autres pays, aller dans d'autres provinces, aller dans d'autres villes, rencontrer des gens. Pour moi, ça m'anime beaucoup. Voir autre, finalement, aller ailleurs. Ça revient à une image que je donne souvent, c'est que quand tu as un problème visuel, on dirait que tu veux voir. C'est comme tu fais de la compensation. Tu sais, mais quand tu vois pas beaucoup, tu te dis, ben là, je veux en voir des choses. Explorer, oui, je veux me rapprocher, tu sais, pour aller voir. Puis tu as voyagé dans ta vie, tu en as vu du pays. J'ai fait 25 pays, peut-être 200 villes dans le monde. C'est sûr qu'en compétition, tu visites pas vraiment les villes parce que, bon, tu as un entraînement le matin, le soir. Si tu vas marcher en ville sur l'heure du midi, il fait chaud, tu te déshydrates. Tu peux pas faire ça. Mais après la compétition, c'est tout autre chose. Oui, c'est ça. Quand la compétition est finie. Quand c'est fini, c'est fini. On passe à autre chose. Oh, oui, c'est ça. Je me rappelle une fois, une anecdote comme ça. On est 800 dans une salle, cérémonie de fermeture. On était en Argentine, à Mar del Plata, puis on est 800 dans la salle, puis là, moi, j'avais apporté un sac, puis il y a le souper, il y a les discours, tout ça. Ça fait que moi, tu sais, en bon québécois, j'ouvre mon sac, mais ma bière. Là, mon entraîneur, il dit, ouais, tu te rends compte que t'es le seul qui boit de la bière ici? J'ai dit, ouais, mais moi, je le mérite. Ça finit que j'avais plein d'amis à la fin. Je voulais tout avoir une bière, mais j'en avais un sac plein. J'étais le seul qui en avait. Avec des anecdotes de même, tu as dû en vivre une puis une autre là, dans tes compétitions. Je dirais une anecdote quand même touchante. Là, c'est mes premiers Jeux paralympiques à Barcelone en 92. Tu sais, là, je faisais le lancer du javelot. T'es tout premier, là. Mes premiers Jeux paralympiques, parce que j'en ai fait 4. Impressionnant. Là, la première compétition lancée du javelot, je termine 5e. C'était je pense que c'était le samedi. L'autre samedi d'après, je faisais le lancer du disque. Puis nous autres, on a 6 lancers. Dans les lancers, on a 6 lancers. Puis au 5e lancer, je suis 4e. Ça fait que là, tu sais, revenir, pas de médaille, c'est un peu poche, là. Ben, tu sais, c'est le fun, mais en même temps, c'est un peu triste. Fait que là, le dernier de mes lancers à moi, je lance, puis je termine 2e. Je fais un lancer, mais là, écoute, il y a 70 000 personnes dans le stade. C'est la dernière journée de la compétition. Il est 4 heures, ça finit à 5 heures, la compétition. Puis là, j'ai mon dernier lancé, mais là, t'as 70 000 personnes, t'arrives à lancer le disque, t'es complètement écrasé dans le cercle. Là, il faut que tu lances, mais là, t'es comme un peu... c'est trop, tu sais. C'est impressionnant. Mais là, le dernier lancé, je me suis dit, là, je vais aller dans le cercle, mais j'attendrai pas, je vais lancer vite avant que le monde se mette à crier après, tu sais, pour que je lance loin. Là, c'est ça que j'ai fait. Je suis rentré dans le cercle. Ouais, j'ai lancé assez loin que j'ai terminé 2e. Puis le moment où c'était touchant, c'est que, bon, là, il fallait se changer, se laver pour aller aux cérémonies de fermeture qui étaient à 7 heures le soir. Puis là, pour prendre l'autobus, il y avait un corridor pour passer en dessous des estrades pour aller à l'autobus. Puis là, j'arrive au bout du corridor, tu sais, puis j'étais tout seul. Là, j'entendais pleurer. Puis là, je me rends au bout du corridor, puis il y avait un athlète de l'équipe du Canada qui était avec une infirmière, avec un entraîneur, puis le docteur. Elle avait fait une crise, la petite fille, elle avait fait une crise d'épilepsie 10 minutes avant sa course. Elle n'avait pas pu courir. Fait que toi, tu sais, c'est là que j'ai réalisé que la ligne entre gagner une médaille, réussir, puis même pas pouvoir compétitionner, la ligne est mince, puis quand tu réussis puis tu atteins ton objectif, ben là tu réalises toute la chance que tu as. Puis toute la fragilité de ce qu'on fait dans la vie. Parce que tu sais, ça peut être, tu arrives à une entrevue pour un emploi que tu aimerais vraiment avoir, mais là,
tu sais pas quoi dire ou tu gênes. Ouais. Tu sais, tout est fragile, puis quand on réussit, il faut l'apprécier. Mais tu sais, on le voit des fois aux Olympiques, que ce soit à la course du 100 mètres ou le gars, tu sais, qui pendant sa pratique, il part ou la course commence puis il se fait un claquage en partant. Tu sais. Ah, ça arrive. Puis le gars, écoute, ça doit être dramatique. Tu sais, tu t'es entraîné pendant 4 ans, puis la dernière seconde, tu te fais un claquage, c'est terminé. Tu sais. Tout est fragile, il faut l'apprécier. fragile. Puis, Faut profiter quand ça passe. Sûrement, exactement. Mais moi, j'ai toujours... j'étais plus vieux que les autres, puis une chose que j'ai appris rapidement, c'est que les 2 semaines avant la compétition, là, l'entraînement, là, tu coupes de moitié. Tu t'amuses, tu te reposes. Oui, tu vas à l'entraînement, mais au lieu de faire 50 lancers, tu en fais 5-6, puis tu vas tranquillement, tu fais 10 minutes de... Tu te défonces plus. Là. Non, parce que là, c'est plus là. C'est pour ça que beaucoup de jeunes vont arriver au moment important, puis là, avant la compétition, ils sont stressés, puis ils veulent performer, puis... Mais là, il faut que tu sois reposé, il ne faut pas que tu aies de blessure. Quand tu arrives en compétition, tu le sais que le stress va s'ajouter, puis quand le stress s'ajoute, ben là... Tu performes moins bien, c'est évident. Il y a trop d'athlètes qui arrivent sur la compétition, sur le moment de performer, puis qui justement sont crevés. Ils sont fatigués. Ils sont crevés, ils sont plus capables, les muscles vont lâcher. Puis le stress aussi, tu sais, quand ton cortisol est trop haut, puis que tu es trop stressé, tu performes jamais bien. Tu sais, on le voit, tu sais, il y a une athlète olympique qui faisait du patinage artistique... José ou Colin, le nom me manque, mais tu sais, c'était la meilleure au monde, tu sais. Puis elle arrivait aux Olympiques, puis à tous les sauts, elle se plantait, tu sais. José quelque chose, je me souviens pas, mais tu sais, c'est le stress, comment ça peut te tuer, tu sais. Okay. Mais ce stress-là que tu avais vécu à Barcelone, là, tu l'as-tu revécu après ça ou tu t'es habitué à ça? Parce que des stades de 70 000 personnes, t'en as connu d'autres, là. Je dirais à Sydney, en Australie, là, le stress a joué pour moi parce que à Sydney, comment ça s'est passé, c'est que je savais que j'étais le meilleur au monde parce que toutes les compétitions qu'on faisait avant, puis je détenais le record du monde au lancer du javelot. Puis au lancer du javelot, être stressé, c'est pas mauvais, c'est bon, parce que ça demande tellement d'intensité, puis ça demande moins de contrôle que le lancer du disque. C'est le lancer du disque, il faut que tu tournes, faut pas que tu sortes du cercle. Mm-hmm. Le lancer du javelot, tu comptes tes pas, tu arrives à la fin, tu lances, là, tu sais, puis ça demande beaucoup, beaucoup d'intensité. Le stress, c'est bon au lancer du javelot. OK. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au 2e lancer, je bats le record du monde. Puis là, tu vois ces écrans, tout ça. Puis écoute, il y a quoi? Il y a 40, 50 000 personnes dans le stade. Puis là, le monde, ça crie. Là, ça m'a dit. Rockstar, là. Au 5e lancer, genre, bats le record du monde. Puis là, oui, 2 fois dans la même compétition. Ah, ça, je savais pas. Ouais, au dernier lancer de la compétition, il y a un athlète de Taipei qui a lancé, puis lui m'a battu. Ah oui? Là, oui. Fait qu'on a battu 3 records du monde à 2 dans la même compétition. Ça devait être le fun pour les spectateurs, par exemple. Oui, c'était un spectacle extraordinaire. Puis vraiment, c'est des beaux souvenirs. Puis aujourd'hui, là, tu es rendu complètement à part. Tu continues à t'entraîner, là, mais tu as une entreprise, tout ça. Le sport, là, dans ta vie tous les jours, toute cette expérience-là, olympique, de sport, parce que ça prend aussi de la discipline puis tout ça. Aujourd'hui, ça te sert dans ta vie de tous les jours, dans ton entreprise, ou c'est... Ce qu'il faut savoir pour performer là, en compétition au niveau international, ça prend de la préparation, ça prend des gens qui t'entourent. Puis ça, tu sais, dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse, dans ma relation avec ma fille Laurie, tu sais, la vie, c'est ça. C'est à chaque jour, tu en fais un petit peu. Les jeunes qui s'entraînent trop une journée puis qui s'entraînent moins les autres journées, ça ne fonctionne pas. La performance, là, c'est toujours un peu à une dose qu'un corps humain peut prendre. Quand tu sors du gym et que tu es fatigué, là, c'est quoi qui te dit ton corps quand tu veux y retourner le lendemain? Il dit non, je ne veux pas y retourner, il va être magané. Mais si tu en fais juste assez pour que quand tu sors du gym, tu as le goût d'y retourner, ton corps, là, le lendemain, il va bien répondre. Il va dire oui, on y va, c'était le fun. C'était le fun. C'est ça. Puis tu risques moins. Toi, tu es entraîneur, tu le sais, c'est quoi, là, le nombre de fois que je vois justement les gens qui commencent, la période de janvier après les fêtes, tout le monde s'inscrit, mais qui partent, puis une fois ou deux, puis qui sont scrap.
Ah, écoute, Je me là, suis déjà fait appeler, moi, en me disant, par des clients du gym, quand ils savaient que j'étais entraîneur, fait qu'ils m'appellent. Hey Gab, je pense qu'il faut que j'aille à l'hôpital tellement que j'ai mal, je suis pas capable de me lever. Puis là, en parlant avec eux autres, ils sont juste raqués. Mais c'est fou, là, tu sais, c'est énorme, faut pas. Selon moi. Puis, tu sais, c'est un peu ça, tu sais, dans notre vie du quotidien, dans nos relations avec les gens, c'est d'être au quotidien, d'en faire un petit peu, tu sais, être honnête aussi dans la vie, parce que quand tu fais du sport, il faut que tu sois honnête, parce que quand tu fais du lancer du javelot, ben, la performance, on en parlait tantôt, la performance dépend de ton entraînement, comment tu as investi, des gens qui t'entourent. Tu sais, les gens qui t'entourent, qu'est-ce qu'ils aiment dans le sport? Ben, c'est le bien-être, bien vivre. Fait que tout ça, pour moi, dans ma vie professionnelle, ben, tu sais, ça me permet aussi de performer. Si j'ai un client où on ne s'entend pas bien, parce que, bon, j'ai 50 clients, ça peut arriver qu'une personne, je ne m'entends pas bien avec cette personne-là, on s'assoit, puis je lui dis, écoute, on n'est pas fait pour travailler ensemble. Ça se peut qu'on ne soit pas fait pour travailler ensemble. OK. Dans la vie de mon sport, il y a des entraîneurs que je n'aurais pas pu m'entraîner avec. Il y a des thérapeutes à des thérapeutes endurer. C'est la même chose. Mais il y a des thérapeutes avec qui ça allait bien avec toi. Puis c'est un style de vie, c'est une manière de penser que tu peux transposer au plus tard dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse. Parce que la vie amoureuse, c'est la même chose. Au quotidien, il faut que tu donnes un peu d'amour à la personne avec qui tu es. C'est ça. Fait que finalement, ce que tu peux en retirer de tout ça, c'est qu'il faut que tu, pour bien performer dans ton sport ou dans ta vie, il faut que tu t'occupes aussi de ton entourage. Bien doser les choses. C'est ça. Être bien entouré. Prendre soin des gens qui t'entourent. Oui. Bien, je vais prendre soin de toi un jour. Un jour. Un jour. Pas de suite, là. Attends ton tour. Attends ton tour. T'étais Alice à quelque part, mon Charles, ça va venir. Aïe, aïe, aïe. Non, tu prends déjà pas mal bien soin de moi, franchement. Mais là, s'il faut que je recommence à te traiter, là, moi ici, j'ai vieilli. Là. Ah non, mais là, tu me lèveras pas dans les airs. Là. Non, mais à 60 ans, je n'attendrai pas d'avoir mal avant d'arrêter. Tu sais, quand tu as 25-30 ans puis que tu veux finir d'un premier au monde, là, tu as une petite douleur, là, écoute, là, on dirait qu'on ne veut pas l'avoir. Non, c'est ça, on se pense invincible. Ah oui, t'es complètement... Pas grave, ça, tu sais. Je continue. Mais tu fais même... tu fais même abstraction de cette douleur-là parce que tu veux même pas qu'elle existe. Non, là, c'est ça. Ça, c'est dangereux chez les athlètes. Là. Moi, je l'ai vu souvent. Là, Colin, les gars, ils arrivent, ils sont finis. Là. Ouais. Mais toi, tu as été chanceux. Tu n'as pas été tant blessé que ça. Faut dire que tu avais un bon thérapeute, là, mais tu n'as pas été tant blessé. Oui, puis j'avais un bon entraîneur, Louis Brault. Puis après ça, il y a Jean Pourret au lancer du disque qui m'a aidé beaucoup. Puis qui m'a aidé à bien performer. Parce que... On peut-tu parler du lancer du marteau? Ah oui, on pourra en parler. Marteau, on pourra en parler. Moi, je l'ai vu rentrer dans une cage, le marteau. Il fait ça. Imaginez-vous que l'émission canadienne On the Road Again, ils m'appellent. On va faire une émission canadienne avec toi, On the Road Again. Okay. C'est en anglais. Ça fait qu'on s'en va à Montréal au défi Jean-Paul Baer, puis là, il me filmait. Là, j'arrive pour lancer le marteau. Je fais 2-3 tours, je lance ça rentre dans la cage, mais ça reste pris dans le grillage. Ça a pris trois gars pour sortir le marteau du grillage. Moi, je me souviens de l'avoir vu rentrer dans le grillage, il rentrait en tabac. Mais c'est toute une technique de lancer du marteau aussi. Là. Ça, c'est fou. C'est que quand tu vois pas beaucoup, là, tu... Ouais. L'ouverture, elle vient vite, là, puis elle n'est pas grosse. Là, on a eu du fun en tabarouette là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Ben, moi, je voulais savoir, on a parlé un peu tout à l'heure, là, mais tu parlais de lancer de javelot, mais tu vas parler de powerlifting aussi, la dynamo en même temps. Oui, la dynamophilie. Est-ce que tu as fait les deux en même temps ou est-ce que c'est à cause qu'il y en a un qui commence à s'éteindre, tu as commencé l'autre ou comment ça s'est comme agencé? Dans ma période sportive, il y a eu comme des années où il n'y avait pas de compétition internationale. Puis ces années-là, moi, parce que l'hiver, on fait beaucoup de musculation, tu sais. L'hiver, là, mettons, je te dirais, de septembre à février, mars, on fait beaucoup, beaucoup de musculation. Les années où il n'y avait pas de compétition, je faisais des compétitions de dynamophilie. Donc, en 1990, j'avais fait un championnat du monde en Californie.
de dynamophilie. Puis après ça, ça a été en 2000. Tu as même compétitionné dans cette branche-là aussi. Oui, en 2001, j'ai fait un championnat canadien de dynamophilie. J'en ai fait un en Miami en 2005 aussi, un championnat du monde de dynamophilie, où j'ai battu des records du monde que je détiens encore d'ailleurs. Est-ce qu'il y a de la dynamophilie aussi aux Olympiques? Aux Paralympiques, non, il n'y avait pas de dynamophilie. Ah ouais, OK. C'est ça. Ouais, malheureusement. Ben oui, parce que ça aurait été intéressant. Ben, j'aurais pu continuer un peu là-dedans, mais tu sais, il y avait une limite quand même. Là, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Comme dans tout, là. Oui, parce que là, je pense que c'est ça, Charles m'a fait part aussi que tu as des petites douleurs, des petits inconforts dans le dos. Il y a quelque chose, je pense, qui se passe aussi. Fait que ça doit être dur. Comment tu fais ça pour, c'est-à-dire t'entraîner, faire une profession, on va dire, sportive comme ça, mais justement en ayant aussi quelque chose au niveau du dos, en essayant de protéger les épaules. Comment tu fais pour pas te blesser? Comment tu fais pour... C'est encore dans un peu à chaque jour? Ben, c'est un peu dans le dosage, là, comme Dosage je disais. encore, ouais. C'est toujours dans le surentraînement où ça ne fonctionne pas, où on rencontre nos limites très rapidement. Puis, dans le dosage, ben, c'est à chaque jour d'y aller de façon tu sais, que ton corps va l'accepter. Puis... OK. Ça fait que tu n'allais pas en dynamo en essayant de tester tes maximums à tous les jours, puis en essayant de tout arracher. Puis... Même dans les lancers, ce qui faisait ma force, ce qui a toujours fait ma force, c'est qu'à l'entraînement, je lançais toujours à 60%, ou en musculation, j'y allais toujours à 50-60%. J'allais jamais à 70 ou 80%, parce que quand tu vas à 80%, ben il ne là, reste plus rien. il ne te reste plus rien pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc les entraînements techniques, après, ils sont amputés. Là, sont amputés de ta capacité de bien l'assimiler, l'entraînement. Tu sais, c'est comme les gens disent, ouais, mais t'aimes ça fêter? Oui, mais à 6 mois avant une compétition, je ne prenais pas de boisson. OK, ouais, c'est ça. Après la compétition, tu prends quelques bières, oui, mais 6 mois avant, tu ne prends pas de bière, tu ne prends pas rien. Là, tu ne vas pas faire du ski alpin le dimanche après-midi quand il fait beau l'hiver. Tu peux pas... tout ce que tu fais, c'est en fonction de l'entraînement du lendemain. Le lendemain, il faut que tu sois en forme. Parce que si tu arrives pour travailler sur un point technique, ben admettons qu'il y a 200 points techniques là, que je pourrais expliquer plus abondamment dans le lancer du javelot. Mais une journée, tu travailles sur un point technique. Une autre journée, tu travailles sur un autre point technique. Une autre journée. À chaque journée, puis là, si ça ne va pas bien, il faut que tu reviennes un petit peu en arrière. Mais là, si tu prends 3 bières le vendredi soir, tu vas te rentraîner le samedi matin, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Ça prend 2 jours avant de t'en remettre. Quand tu prends de la boisson, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça prend 2-3 jours, à moins que tu sois habitué à t'en prendre à tous les jours. Là, c'est autre chose. C'est parce qu'il y en a qui s'entraînent à ça. Là. C'est ça. Ouais, c'est pas le même entraînement. J'en parlais même, je disais, des gens qui prennent de la boisson, puis tout ça, puis qui ont des problèmes de boisson, ben tu sais, de faire du sport, là, ben c'est bon pour eux autres, parce que là, ils font une transition, ils passent à autre chose, ça leur permet de vivre autre chose. Puis souvent, mais c'est des gens qui veulent vivre des choses. Tu prends de la boisson parce que tu fais quelque chose que tu aimes. Mais si tu vas au gym à tous les jours, ben là, à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est bien plus le fun. Ben oui, puis là, tu as tes petites victoires que tu vas chercher aussi. Ben c'est ça. C'est pour ça que je disais souvent, ben, si tu fais quelque chose qui est bon pour toi, ben, tu peux investir là-dedans, puis ça va être bon pour toi tout le temps. Là. J'ai 60 ans, moi, là, puis je vais vous dire que, d'après moi, je suis plus en forme que bien des jeunes qui ont 20-25 ans. Pas mal sûr que oui, ça, tu t'entraînes encore, moi, je peux le confirmer, sport, parce que je vois dans mon bureau qu'il y en a une gang que c'est pas simple. Là, mais je pense que ce que tu dis là, cette espèce de façon de s'entraîner là. C'est la discipline, moi, que je retiens beaucoup. Oui, puis la façon de s'entraîner avec des pourcentages plus bas, justement pour garder tout ton power pour arriver à la fin, à la compétition, puis être vraiment au top. Je pense que c'est le succès de tous les athlètes qui performent, là, tu sais. Parce que si tu es tout le temps à 100%, là, tu peux pas t'en sortir. Là. C'est bien trop rough. Moi, j'ai vu des athlètes talentueux là, qui arrivent, mettons, au triple saut. Là, le gars, il fait 14 mètres à l'entraînement 2 semaines avant. Quand il arrive à la compétition, il fait 13 mètres. C'est ça. Ben, pourquoi? Parce que là, tu n'as pas choisi ton bon moment pour le faire, tu sais, ton 14 mètres. C'est ça. Si tu fais 10 mètres, 11 mètres à l'entraînement, puis tu travailles sur tes points techniques, quand tu arrives en compétition, là, avec le stress, puis tout ça, là tu as le goût de le faire, ton 14 mètres. Mais juste, si tu l'as fait 2 semaines avant, mais là... C'est ton pied qui est passé.
tu sais, ben moi, ça a toujours été ma force. Tu sais, je savais quand est-ce performer, puis je savais comment me retenir, puis... Tu avais une intelligence de l'entraînement que d'autres n'avaient pas présentement. Ou le paresse, peut-être. Je sais pas si tu étais paresseux, mais tu t'entraînais fort. Oui, je m'entraînais 9 entraînements par semaine. Puis, Quand même, là, ouais. Ouais, oui, moi j'étais vraiment un crinqué. Quand on dit crinqué, là, c'était moi ça. Je me souviens même d'une histoire où ce que le Rouge et Or football t'avait demandé pour travailler pour être sa ligne offensive, ça se peut-tu? Ben, en 2000, j'avais le choix, parce que là j'étais à temps plein à l'Université Laval. J'aurais pu jouer pour le Rouge et Or football. Puis j'avais le choix parce que là, la saison de football a commencé au mois de septembre, mais les Jeux paralympiques étaient au mois de septembre à Sydney, en Australie. Okay. Donc, tu sais, là, je m'entraînais pour les Jeux, mais quand même, j'aurais pu jouer pour le Rouge et Or football. Ça aurait été drôle. J'aurais aimé ça parce que, gars, écoute, j'ai joué au football au Cégep d'Alma, où c'était la première ou la deuxième année, en tout cas juste avant, où c'était, nous autres, il y avait 4 équipes au Cégep. Puis vraiment, là, moi, j'étais à la ligne défensive. Là, puis quand j'allais chercher le corps arrière. Là, il s'en souvient encore. Oui. Puis même une affaire, parce que moi, je voyais pas vraiment tout le temps le ballon. La plupart du temps, je voyais pas le ballon. C'est que les gars disaient arrête le gars, nous autres, on s'occupe du ballon. On va s'occuper du ballon. Moi, j'arrêtais le gars. Le gars s'en vient, il arrêtait. Ça arrêtait là. La job est faite. Je savais pas que tu avais joué au football. Oui, j'aimais ça. Ouais. J'étais craqué aussi. Ça doit. Mais j'ai joué au hockey aussi, mais sur le banc. Hey, sérieux, faut que je vous raconte ça. Je vais jouer au billard avec lui, là. Il me clenchait. Là, j'étais là, ben voyons donc, tabarnouche, les balles rentraient tout, rentrait tout à la bonne place. Moi, si t'avais pris une bière de moi, t'arrêtais correct. Je sais pas de quoi tu parles. Non, mais t'étais fort au billard, sincèrement. Non, mais je levais à terre, puis les boules, ils roulaient dans les trous. Tu dis n'importe quoi. Aïe. Mais sérieusement, il était vraiment fort. C'est assez impressionnant. Moi, ça me jetait à la tête. Ouais, mon ami France, de beaux souvenirs, on a vécu des affaires ensemble. Et ciel. Puis là, c'est ça, tu as fondé ton entreprise, si j'ai bien compris. Ben moi, c'est une entreprise en entretien ménager commercial. J'ai des employés, une trentaine. Avant l'épidémie, j'avais 45 employés. Puis j'ai un associé, mon Hassan Al-Asnaoui, qui est avec moi depuis quelques années. Et, un gars du Lac-Saint-Jean? Non, lui, il est du Maroc. OK. C'est sûr qu'il est du Lac-Saint-Jean, je te crois. Puis moi, c'est une entreprise que j'ai achetée parce qu'en 2008, j'ai commencé à travailler à temps partiel parce que je voyageais beaucoup, je faisais des compétitions. Puis en 2008, j'ai commencé à travailler en temps partiel pour un monsieur et madame Bérubé, qui, eux, avaient une entreprise depuis une quinzaine d'années. Puis au fil du temps, ben là, moi, je leur ai fait une proposition. En 2016, je suis devenu propriétaire de l'entreprise. Puis j'ai une cinquantaine de clients. Puis c'est beaucoup de travail. L'entretien ménager, c'est bon. Surtout avec le COVID, là, on en fait l'entretien ménager. Vous n'avez pas été mis en low-code, vous autres, ça n'a pas arrêté non, là. Notre désinfection, ça marchait pas mal. Ça désinfecté à mort. C'est juste que ça coûtait cher de savon puis de papier même, à part de ça. Moi, je voulais te lancer sur d'autres choses. Tu as donné des conférences à des jeunes. Tu le vivais comment, ça, donner des conférences à des jeunes, puis comment c'était reçu par les jeunes, ces conférences-là? Ben, pendant mes conférences, c'est sûr que je parlais de mon sport, je parlais de ma vision, de qu'est-ce que je vois, je parlais... J'ai essayé de transmettre un peu de la flamme que j'ai, d'être en forme, du sport, de faire quelque chose que tu aimes. Ça peut être les échecs, ça peut être, je sais pas, du ski acrobatique, ça peut être la natation, ça peut être n'importe quoi. Mais j'ai essayé de transmettre cette flamme-là que j'ai. Quand tu crois en quelque chose, puis que tu aimes faire ça, ben, de le faire, puis d'être bien accompagné, d'être bien entouré, d'apprendre des autres aussi, parce que tes entraîneurs, quand ils te disent, ben, si tu mets ton pied comme ça, puis tu le tournes bien, ben là, tu vas lancer plus loin. D'être capable d'écouter les autres, de dire, moi, je le sais pas.
d'avoir de l'humilité. J'ai essayé de transmettre des choses aux jeunes. Qui développent des passions. Qui développent des passions, mais en même temps aussi, le message, c'est que dans les écoles, on a tout quelque chose de différent. Il y en a que c'est apparent, il y en a que c'est pas apparent. C'est sûr que moi, quand j'étais jeune, j'avais mes petites lunettes épaisses, là, avec, ça avait à peu près un quart de pouce d'épais. Ouais. C'était un peu apparent. Là, aujourd'hui, c'est pas apparent parce que j'ai des verres de contact. Mais dans chaque école, il y a des enfants qui sont différents, avec des handicaps. Mais en même temps, à l'intérieur, on est tous différents aussi. Là. J'essaie de transmettre ça, d'accepter les autres comme ils sont, de nous accepter comme on est. Puis j'ai fait peut-être 220 conférences dans des écoles un peu partout, à Montréal, au Lac-Saint-Jean, à Victoriaville, à Trois-Rivières. J'en ai fait partout, à Québec beaucoup, à Québec beaucoup aussi. Ouais. Puis j'ai beaucoup aimé parce que je savais que je touchais les jeunes, puis j'arrivais avec mes diapositives, puis ça durait 1 heure, puis j'avais beaucoup de plaisir à faire ça. Ben, c'est bien de transmettre ça aux jeunes, hein? C'est bien de passer la POC, comme on dit, parce que... Transmettre la flamme. Surtout aujourd'hui, où les jeunes bougent de moins en moins, là, je pense que c'est important de commencer à lui parler du sport, puis de parler que c'est une belle police d'assurance qu'on peut se donner, ça, dans la vie, de se tenir en forme, puis de prendre soin de notre santé. T'sais. Ben, je dirais que dans le corps humain, c'est une machine qui doit fonctionner. C'est une usine à énergie. On s'alimente, puis il faut dépenser. Mais il faut dépenser. Il y a des bonnes façons de le faire et des mauvaises façons de le faire. Puis, un peu comme le sport, mais dans toute notre vie aussi, c'est de découvrir des choses qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime faire? De découvrir nos passions à nous autres. Puis de découvrir nos rêves, puis de réaliser ces rêves-là. On a parlé d'un autre podcast avec PS. Là, si tu veux t'entraîner, s'entraîner, c'est pas juste d'aller au gym. S'entraîner, ça peut être fait de la randonnée en montagne, du vélo de montagne, du deck hockey. Ça peut être n'importe quoi. Là. Les gens ont tendance aujourd'hui à dire « je vais me remettre en forme, je vais m'en aller au gym ». Mais se remettre en forme, c'est peut-être déjà de commencer à aller marcher à tous les jours. C'est exactement ce que je disais à ma blonde. Ma blonde, elle dit « je veux faire un petit peu de musculation, je veux me mettre en forme, tout ça. » Ouais, mais pourquoi tu vas pas juste marcher 20 minutes à tous les 2 jours? 3 ou 4 fois par semaine. Ouais. Des fois, c'est rien que ça, là, 20 minutes, 20-25 minutes. Tranquillement. Puis à un moment donné, tu prends le goût, comme tu dis, tu finis ta marche, tu te colles, c'est agréable, les endorphines montent, le lendemain matin, ça te tente de recommencer. Plus on vieillit, plus on devient sédentaire. On veut pas se lever, on veut pas faire ci, on veut pas faire ça. Mais si tu veux vieillir, puis être en forme, puis à 70 ans, moi, je vais être encore en forme, puis à 80, je vais être encore en forme, puis à 90, je le sais que je ne le serai pas. C'est encore drôle. Mais on a reçu justement notre dernier podcast, là, Pierre Étier, 72 ans, le gars, il fait encore de la compétition de vélo de montagne, puis il clenche les jeunes. Mais tout ça, c'est de vouloir le faire. Il y en a qui... les gens ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, si ce corps-là, tu ne le fais pas bouger, à un moment donné, il va te faire payer pour. Puis c'est ça, nous autres, par les podcasts, qu'on essaie d'amener. Faut comprendre, c'est ça, faut garder de la passion, faut garder le plaisir là-dedans aussi. Il ne faut pas juste bouger pour bouger. La conscience que cette machine-là, c'est une machine mécanique, puis que si tu ne fais pas rouler à la mécanique, c'est comme un char qui ne roule jamais. À un moment donné, tu vas commencer à avoir des problèmes avec, sérieusement. C'est pour ça que je te disais tantôt, il faut avoir du plaisir, mais il faut que quand tu aies fini, il faut que tu ailles le... faudrait quasiment que tu aies le goût de continuer. Tu dis non, je continue pas, mais je vais continuer demain. Faut que tu te laisses la place à t'en ennuyer un peu. Oui, exactement. Avant de recommencer. De garder un bon feeling. Puis c'est ça qui est le fun. Puis malheureusement, il y en a beaucoup qui vont sortir du gym puis vont dire « Ah, je me suis magané aujourd'hui. » Ouais, mais demain, tu vas être encore plus magané. J'ai mal partout. J'ai mal partout. Non, parce que c'est pas supposé d'avoir mal. C'est pas normal d'avoir mal. C'est trop. C'est ça. C'est quelque chose qu'on avait parlé dans notre premier podcast avec Vincent. La personne qui ne s'est pas entraînée depuis 20 ans ou qui ne s'est jamais entraînée, qui arrive au gym, qui se prend un entraîneur, puis l'entraîneur, la première fois qu'il le reçoit, il sac une volée. T'sais. Le gars, il fait s'entraîner à mort, il sort de là, il n'est plus capable de marcher le matin. Tu te sens pas bon, parce que là, tu n'es pas capable de faire ce que ton entraîneur te demande. Puis en plus, tu es tout scrap, tu n'as pas de fun, puis tu as mal. C'est un échec. C'est un échec. Que tu vas retourner sur ton divan avec ton sac de chips et ta manette pour gamer. Il y a du monde qui vont le prendre comme étant un challenge, mais il faut comprendre, c'est pas tout le monde.
C'est pas Non, tout le monde non, qui va mais- dire « Ah, ben, prochain coup, j'y retourne. » Puis, tu sais, mais c'est pas tout le monde qui a Mais ça. c'est une erreur, de toute façon, Oui. d'entraîner, de pas commencer à entraîner quelqu'un comme ça. Ben, je trouvais un point qui était très bon. C'est j'avais vu sur l'article. Tu me diras qu'est-ce que tu en penses en date d'aujourd'hui maintenant. Mais il y avait un point qui avait été relevé, c'était que surtout ici au Québec, les entraîneurs, tu sais, souvent comme toi dans ton sport, quelqu'un qui a pratiqué un sport longtemps, qu'après ça, tu deviens comme transition coach, entraîneur pour pouvoir aider les nouveaux ensuite. Ouais, Mais ben, que là, c'est plus des entraîneurs... ben, c'est certifiés. un peu la faiblesse du Canada. C'est que c'est ça. C'est ce que tu essaies de combler moi, par tes moi- conférences. moi, je me suis entraîné à Cuba pendant beaucoup d'années. Puis je suis allé en Australie. Puis je suis allé dans beaucoup de pays. Puis quand tu es un bon athlète, Ils te gardent. ils te gardent. Et C'est ils ça. s'organisent Pourquoi ils tu pars s'organisent pour te rentrer dans le système, pour te garder dans le système. Parce que là, la culture du sport, la culture, toute l'expérience, toute l'historique du sport, ben là, je vais donner l'exemple de Cuba, c'est qu'un un bon athlète devient entraîneur. Puis quand cet entraîneur-là te dit, écoute, là, ton bras, quand tu lances, ton bras, il est trop bas. Et là, tu le sais qu'il a raison. Tu ne te poses pas de questions. Mais ici, au Québec, là, quand tu es un bon athlète, là, c'est sûr que là, tu es mieux de faire d'autres choses parce que si tu ne vivras pas de Tu ça, là, vivras pas, tu ouais. vas crever assez rapidement. Là. Ils ne Tu sais, c'est un te peu- garderont pas dans le giron de. Il n'y a, il y a du rien, sport. il y a rien qui te permet au Canada de dire si tu es un bon athlète, ben là, tu vas pouvoir transmettre toutes tes connaissances à à un autre jeune, à moins que tu le fasses bénévolement, mais là, tu sais, Faut que tu gagnes ta vie. on a tous besoin de s'acheter une maison, Ben puis de là, s'acheter oui, un char, c'est puis ça. d'aller au restaurant de temps en temps. Là, c'est Ouais, parce que payer son épicerie. hein. payer son épicerie, payer pour les enfants qui vont à l'école. Ça fait que là, tu sais, le système canadien, il n'encourage pas ça du tout. Même tu vas aux États-Unis, là, mettons qu'une entreprise donne de l'argent à un athlète, ben là, il va avoir des crédits d'impôt. Au Canada, ça n'existe pas. Ah non. Au Canada, tu envoies l'argent à la fédération sportive, puis les autres, ben là, il y a 95% du budget qui reste dans les fédérations, on ne sait pas ce que ça va. Il y a 5% qui va à l'athlète. Ben, Et c'est parce que, tu sais, si, ailleurs, c'est pas comme ça. Ailleurs, tout est en fonction de l'athlète. Parce que l'athlète, c'est un modèle. Ça On veut pourrait- l'amener lui avec nous, on veut que lui évolue, fait qu'on on concentre les efforts sur lui, tandis que là, c'est... C'est l'organisation Sur qui est... l'organisation, L'organisation au Canada, c'est lourd. Les organisations, c'est lourd. Il y a du personnel, il y a des voyages, il y a des réunions, il y a toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de bureaucratie, mais Ah pas oui. assez de monde sur le terrain. Tu sais, les gens dans le monde, ils le voient. Là, tu sais, l'équipe canadienne, là, tu sais, mettons, il y a 100 staff pour 90 athlètes. Ben voyons donc. Tu sais, c'est comme ça, là. C'est comme ça que ça marche, ici, là. Mais là, dans le monde, tu vas avoir, je sais pas, moi, là, je vais donner un autre pays comme ça. Là. Le Maroc va envoyer une équipe, puis il va avoir 20 athlètes pour 2 staffs, 3 staffs. C'est ça, t'as l'entraîneur qui a tout Tu sais, l'entraîneur, thérapeute, bon, de 3, 4, 5, 6 personnes, je sais pas, là, je dis un chiffre de même, mais c'est parce qu'au Canada, c'est l'inverse, il y a plus de staff que d'athlètes. Ça ressemble à l'armée canadienne, ça. Il y a plus de bureaucrates que de soldats. Mais ça pourrait expliquer aussi nos performances pitoyables sur la scène. Ben, je dirais, international. quand on regarde le potentiel canadien, les infrastructures, tout ça, c'est pas normal qu'on performe pas de même. Là, Ok. C'est ce que j'ai l'impression, on devrait pouvoir... Être plus, ouais. Tout serait supposé d'être en place, mais comme j'expliquais, il n'y a pas la culture sportive, elle ne se transmet pas parce que les gens, ils restent pas dans le sport. Ils finissent par aller travailler dans une compagnie d'assurance. Puis Ben, ils finissent comme moi. Moi, je suis un performant. J'aime ça, performer. J'aime le stress, ça ne me dérange pas. J'aime résoudre des problèmes, ça ne me dérange pas. Ça fait qu'avoir, pour moi, avoir une entreprise, c'est comme quelque chose de naturel. Et si j'étais entraîneur, ben pour moi, regarder un athlète, l'analyser, puis être capable de l'aider dans sa performance, c'est dans ma nature. Mais moi, ma nature, je l'ai transposée dans d'autres choses qui me permettaient plus de vivre. Là. ben, tu as pris ce que tu as appris de ton sport aussi, puis tu le transposes dans ton entreprise aussi. Là. Exactement. Puis je le transpose aussi dans ma vie personnelle. C'est ça. Et- Ce que tu aurais pu transposer dans le sport, qui Oui. t'ont pas donné la chance de le faire. Non, parce que c'est pas fait comme ça ici. Pas culturellement comme ça. Non. Aïe, aïe, aïe. Hey, on peut pas terminer ça là-dessus, c'est bien trop négatif. Non, on va parler de toi. Ça va être positif. Parle-nous de ta femme. Ah, ma conjointe, mon épouse, Magdalena, qui est avec son garçon que j'ai un peu adopté, Danilo. Donc, ça fait 5 ans que qu'on est ensemble. Je l'ai rencontré le 5 mai.
d'il y a 5 ans à Cuba. Puis depuis ce temps-là qu'on est ensemble. Puis j'ai fait 48, 50 voyages depuis ce temps-là, même pendant la COVID. avec la quarantaine, les tests de COVID, puis tout. Là, j'ai fait les voyages, puis j'étais avec. On a construit une maison là-bas. OK. C'est le fun, ça? Oui, puis on a une relation extraordinaire. On est vraiment heureux ensemble. Puis on a fait une demande pour qu'elle puisse venir ici au Canada. Elle avait été acceptée il y a 3 ans. Puis quand la COVID a commencé, ben là, elle a reçu une lettre 9 mois plus tard pour dire que là, le dossier était fermé, qu'elle n'était plus accepté. Donc on a refait une nouvelle demande pour le parrainage. Puis ça s'en va sur la bonne route, là. Ça s'en va sur la bonne route, mais comme le Canada, au niveau de l'immigration, je pense qu'ils ont 2 millions de dossiers en retard. Aïe, aïe, aïe. C'est un des pires pays au monde là, pour immigrer. C'est pas facile d'immigrer au Canada. Ben ça, si tu passes par le chemin Oxfam, là, écoute, tu peux immigrer C'était rapidement. une idée. C'était une idée. Puis en plus, ils te donnent un chèque de 2200 par mois. En passant? Non, mais c'est... Par mois, quand un coup que t'es passé. Ouais, Oui. C'est pas pire quand même. Ouais. Tableau de la PCU à vie. Oui. Non, il faut qu'ils travaillent après. Là, il faut qu'ils s'intègrent aussi. Là, Ouais, mais ouais. quand même... Puis ta femme a fait quoi? Moi, mon épouse, elle travaille pour Havana Club, imaginez-vous. Crème, Donc, belle compagnie, ça. Oui, elle travaille dans le rhum. Puis elle a un beau travail, bien payé, bien rémunéré. Puis elle a une maison, elle a son auto. Puis elle a des très, très, très belles conditions. Puis elle aimerait ça venir au Canada puis travailler. Elle a une maîtrise en marketing à l'université. Donc, elle est plus instruite que moi. Moi, j'aurais aimé ça qu'elle fasse son doctorat, tu sais, pour dire « Ah, je fais de l'amour avec un doctorat, avec une docteure. » Ça viendra peut-être. Tu perds pas espoir. Oui, ben elle aimerait ça faire son doctorat, puis moi, ben, T'aimerais ça t'occuper de la docteure. Oui, moi Comme de toute façon, tu t'en occupes très bien, même si c'est pas docteur, mon cher ami. Hey, c'était le fun de te recevoir, France, franchement. C'était le fun de placoter avec toi. On a souvent ces placotages-là ensemble, hors micro, mais là, c'était le fun de mettre ça. On va souper ensemble le vendredi. Moi, je prends mon verre, puis toi, non. Non, moi, je suis discipliné, moi. Oui, et toi, tu parles sans l'entraînement le lendemain. Moi, je pense à d'autres choses. C'est ça. Hey, merci, mon ami France. C'était le fun de te voir. C'était le fun de prendre du temps avec toi. Merci, mon cher. Puis, écoutez, tout le monde, si vous avez aimé cet épisode-là, puis que vous l'avez écouté sur YouTube, ben, nous faites un beau pouce. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne et faire sonner la petite cloche à côté. On est aussi sur Spotify maintenant, donc on va mettre le lien juste en dessous de la vidéo sur YouTube. Donc, on vous dit à la prochaine. Merci. Au revoir. Ciao.